Le 29 juillet 1914. Il faut bien envisager la réalité sans se monter la tête. La guerre est comme la fièvre typhoïde, il faut la fuir, mais si on l'attrape, il faut lutter. Étienne Tanty. 8 août 1914. Toute la population était rue de Normandie, et les bonnes femmes nous regardaient avec un air si consterné et si désespéré que parfois on avait envie de rire. Il faisait un temps étouffant. L'après-midi a été, pour la plupart des hommes, une occasion d'aller se saouler, en sorte qu'à 17h45, au moment de rassembler la compagnie, ce fut un spectacle qui eût été comique, mais qui n'était que lamentable. Les deux tiers largement ne savaient plus où ils en étaient. Ils perdaient tout, ils bouleversaient tout, ils ne tenaient plus debout, s'amenaient à moitié équipés, en gueulant. La nuit était venue, il commençait à pleuvoir. Étienne Tanty. 6 octobre 1914. Ils ont de la boue à moitié jambe. Nous avons parlé toute l'après-midi. J'étais content de savoir des nouvelles, mais ils ont du mal. Tous les jours, il faut qu'ils prennent des vieux seaux et casseroles et qu'ils sortent l'eau à mesure. Et je me dis que c'est une véritable guerre de taupes. Ils font des souterrains comme dans une cave et des escaliers pour descendre. Le soir, ils font du feu dedans et sortent dans la tranchée pendant que le bois brûle à grande flamme. C'est pour sécher la terre. Et après, ils s'introduisent pour s'y reposer pendant que deux sentinelles surveillent l'ennemi. Edmond. 1915. J'ai écrit une carte ce matin à Julien où je lui expliquais la pénible corvée que nous avons faite ce matin. Le code de la justice militaire est très sévère en temps de guerre, et ceux qui veulent tirer au flanc se repentissent très durement. Je verrai toujours devant mes yeux cet homme, à genoux, les yeux bandés, les mains attachées au poteau, un feu de salve, et c'en est fini de l'existence. Pourtant, ce n'est pas un crime qu'il avait commis. Alors que nous montions à Notre-Dame de Lorette, il était resté en arrière, en essayant de sauver sa peau. Il s'est embourbé davantage. Je ne connaissais pas ses antécédents, mais il me semble qu'on aurait pu avoir un peu de pitié, car cet homme est père de 4 enfants. On a voulu faire un exemple, et cela est tombé sur lui. C'est un malheur, mais d'un autre côté, cela donnera à réfléchir à tous ceux qui ont l'habitude de tirer au flanc. Adolphe Lenoir, dit René. Dimanche 14 février 1915. Cher ami, quand nous sommes arrivés par ici, au mois de novembre, cette plaine était alors magnifique, avec ses champs à perte de vue, pleins de betteraves, parsemés de riches fermes et jalonnés de meules de blé. Maintenant, c'est le pays de la mort. Tous ces champs sont bouleversés, piétinés, les fermes sont brûlées ou en ruine, et une autre végétation est née. Ce sont les petits monticules surmontés d'une croix ou simplement d'une bouteille renversée dans laquelle on a placé les papiers de celui qui dort. J'étais l'autre jour dans les tranchées. Je n'ai jamais rien vu de si horrible. Ils avaient étayé leurs tranchées avec les morts recouverts de terre, mais avec la pluie, la terre s'éboule et tu vois sortir une main ou un pied noir et gonflé. Il y avait même 2 grandes bottes qui sortaient même de la tranchée, les pointes en l'air, juste à hauteur comme des porte-manteaux. Et les joyeux y suspendaient leurs musettes et on rigole de se servir d'un cadavre boche comme porte-manteau. Je ne te raconte que des choses que je vois, autrement je ne le croirais même pas. Je compte que tu m'enverras des nouvelles de là-bas, et je te quitte en t'envoyant une formidable poignée de main, Topiak. 22 février 1915. Successivement, chacun des 3 lieutenants tombés frappés mortellement à la tête. Les hommes, tel un château de cartes, dégringolent tour à tour. Ils continuent tout de même, quelqu'un arrive jusqu'au fil de fer, ils sont trop gros et laissent leur sergent tombe, un autre aussi. Que faire? Avancer? Impossible. Reculer de même. Et tandis que, froidement, à l'abri de leurs tranchées et de leurs boucliers, les Allemands visent et descendent chacune de ces cibles. Vivantes, les hommes se couchent là, grattant la terre de leurs doigts pour amonceler un petit tas devant leur tête, et tâcher ainsi de s'abriter contre les balles. Maurice. Le 22 février 1915. À ce moment, la fusée signal est lancée par le commandant de l'attaque. Aussitôt, des 3 points en question, chacun à sa place, le lieutenant, l'un revolver au poing, l'autre baïonnette au canon, comme un soldat s'élance hors de la tranchée au cri de baïonnette au canon, en avant, à l'assaut, pour la France. Et l'un d'entre eux étonne la Marseillaise accompagnée de ses hommes. C'est sublime, sublime de voir cet élan enthousiaste. Maurice. Le mercredi 19 mai 1915. Cher frangin,
Les Sénégalais qui passent sur les tranchées ennemies achèvent les blessés. On nous l'avait bien recommandé à nous aussi, mais je n'ai pas le courage. Tout à coup, à la 3e tranchée turque, un de ces vieux mahométans, blessé et pouvant encore bouger ses bras, hisse un drapeau blanc au bout d'un morceau de bois. Je m'approche pour le voir de près. Que fait-il ? Il me regarde puis saisit son fusil et veut me mettre en joue. Le malheureux, plus leste que lui, je lui flanque ma baïonnette dans la tempe gauche et, instinctivement, je fais partir un coup. Les cervelles sautent en l'air et viennent jusqu'à ma figure. Il me crie pardon et meurt. Je repars en me disant « Tous les blessés, tu les achèveras ». C'est ce que je fis. Nous franchissons 5 autres lignes de tranchées et tous sont achevés, car les bougres, quoique blessés, tirent sur nous et ne s'arrêtent que lorsqu'ils sont morts. Nous avons maintenant la descente et nous gagnons du terrain. Tout à coup, je vois un Turc à 30 mètres devant moi qui s'évade à grande enjambée. Je me mets à genoux, le vise, tire sur la détente et voilà qu'il tombe, à plat ventre, comme s'il tombait d'un 5e. J'arrive sur lui, il n'était pas encore mort, mais je l'avais bien touché. Une autre cartouche et voilà la cervelle qui saute en l'air. Les Turcs ne sont pas loin. Jacques Ambrosini. Juillet 1915. L'attaque du 9 août a coûté 85 000 hommes et 1,5 milliard de francs en munitions. Et à ce prix, on a gagné 4 km pour retrouver devant soi d'autres tranchées et d'autres redoutes. Ce n'est pas homme contre homme qu'on lutte, c'est homme contre machine. Un tir de barrage au gaz asphyxiant et 12 mitrailleuses, en voilà assez pour anéantir le régiment qui attaque. On enlève 1, 2, 3 tranchées et on en retrouve autant derrière. Michel Lançon. C'était l'éparpillement macabre du cimetière sans couverture, sans croix, abandonné des hommes, les gisements épars des cadavres innombrables, sans sépulture, le charnier à nu, dans le grouillement des vers et dans les pluies d'obus qui continuaient. Plus d'1 millier de cadavres se tordaient là, déchiquetés, charriés les uns sur les autres. Je traînais de la nuit vers les lignes mon fardeau de pièces sur le dos. Je défaillais dans ma bouche, dans mes narines, ce goût, cette odeur. L'ennemi et le français sympathisant dans le rictus suprême, dans l'accolade des nudités violées, confondus, mêlés sur cette plaine de folie hantée, dans ce gouffre traversé de rafales vociférantes. L'allemand et le français pourrissent l'un dans l'autre, sans espoir d'être ensevelis jamais par des mains fraternelles ou pieuses. Aller les recueillir, c'est ajouter son cadavre dans cette fosse toujours béante, car insatiable est la guerre. Le 27 novembre. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissons la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades, et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra, et ce qu'il y a dedans. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée à toi, jusqu'au bout, Henri Flush. Argonne, le 16 août 1916. Chers parents et chères sœurs, le 2, à Saint-Laurent, nous avons entendu le signal d'alerte. On est venu nous chercher avec des véhicules et on nous a emmenés jusqu'à quelques kilomètres du front à Verdun. Vous ne pouvez pas avoir idée de ce que l'on a vu là-bas. Nous nous trouvons à la sortie de Fleury, devant le fort de Souville. Nous avons passé 3 jours couchés dans les trous d'obus à voir la mort de près, à l'attendre à chaque instant. Et cela sans la moindre goutte d'eau à boire et dans une horrible puanteur de cadavres. Un obus recouvre les cadavres de terre, un autre les exhume à nouveau. Quand on veut se creuser un abri, on tombe tout de suite sur des morts. Je faisais partie d'un groupe de camarades et pourtant, chacun ne priait que pour soi. Votre fils et frère, reconnaissant, Carla. 6 septembre 1916, mercredi soir. Ma chère mère, je t'envoie quelques lignes des tranchées où nous sommes depuis dimanche soir. De la boue jusqu'à la ceinture, bombardement continuel, toutes les tranchées s'effondrent et c'est intenable. Nous avons déjà des tués, des blessés, et nous avons encore 2 jours à y rester. Adieu et une foule de baisers de ton fils qui te chérit, Gaston. Le 13 novembre 1916. Chers parents, il y a beaucoup de poilus qui se font encore évacuer aujourd'hui pour pieds gelés. Quant au mien,
Ils ne veulent pas geler, malheureusement, car je voudrais bien une évacuation aussi. Il n'y fait pas bon ici en arrière, ce sont les avions qui font des ravages terribles. Et en avant, c'est loin de marcher comme les journaux vous annoncent. Ceux-ci sont des bourreurs de crâne pour encourager le civil. Votre fils dévoué, Auxence. À peine arrivé, les sacs débouclés, vite, en quête de pinard, cher, 0,80 francs le rouge. Tant pis, malgré la température un peu basse, on a chaud et 1 litre, c'est 100 centilitres, 1 centilitre, c'est pas grand, et 100, c'est pas un si gros chiffre. Allons-y pour 200. À 3 heures du soir, un vent de douce saulerie soufflait, plus altérant que le simoun. Buvons, le porte-monnaie est terneux. À 5 heures, les cafés s'ouvrent. Quelle ruée! Les places sont chères et on ose les abandonner, même un instant, qu'au moment où, à force de prendre du liquide, il faut bien en évacuer un peu. J'y vais passer 2 heures, les faces congestionnées sous d'alcool, de vin et d'amour. La brute est déchaînée, les hommes de tranchées chantent leur entrée dans la vie, éphémère séjour, et le dernier pour beaucoup. Et la scène prend de ce fait une allure bestiale. Henri est mégoté. J'ai reçu ta lettre du 20 et je m'empresse d'y répondre pour te dire que je suis toujours en bonne santé, et suis heureux de t'en savoir de même. Tu me dis que tu es content des renseignements que je te donne, mais tu comprends que je suis heureux de pouvoir te dire ce que je sais. Tu veux savoir le poids des obus, je le savais bien au juste. Mais maintenant, je ne m'en rappelle pas bien de tout. Voici pour Maurice. Je vais exaucer les vœux à Maurice dans la mesure du possible. D'abord, pour les lignes de combat, je vais tracer un plan au dos de cette feuille que tu pourras suivre et expliquer à maman, à moins que maman comprenne mieux que Maurice. Pour les balles allemandes, je pourrai le faire. Je t'en apporterai quand je reviendrai. Pour le casque de Prussien, cela n'est pas sûr. Ce n'est pas maintenant le moment d'aller les décoiffer. Il fait trop froid, il pourrait attraper la grippe. Et puis mon pauvre Maurice, il faut réfléchir que les Prussiens sont comme nous. Vois-tu qu'un garçon prussien écrive à son père la même chose que toi, et qu'il demande un képi de français? Et si ce papa prussien rapportait un képi de français à son petit garçon, et que ce képi fût celui de ton papa? Qu'est-ce que tu en penses? Tu conserveras ma lettre, et tu la liras plus tard quand tu seras grand. Tu comprendras mieux. Martin Vaillagou. Ce 5 octobre 1917. Depuis 2 ans, je me suis mis au service de l'idéal, au service d'un certain nombre d'idées telles que celle-ci. Tout jeune homme doit s'engager dès que son âge le lui permet, et si sa santé n'est pas trop faible. Un engagé doit rester au dépôt au maximum de temps possible. À 19 ans, on doit être fantassin quand on est français et qu'on est jeune et fort. On doit être heureux et fier de pouvoir défendre sa patrie.